Il est 10h passé de 10 minutes sur les antennes de Place Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous ouvrons avec les financements des partis politiques au Sénégal. La société civile réclame une loi pour clarifier définitivement les choses débat qui refait surface à la suite d'une sortie controversée d'un député de la majorité à l'Assemblée nationale. Le point, c'est avec Dessar Perra. Maintes fois agitée, la question du financement des partis politiques n'a jamais été matérialisée et aujourd'hui, elle refait surface à l'Assemblée nationale à travers une déclaration qui accuse l'ex-président de PASTEF. Mais pour ces acteurs de la société civile, seule une loi pourrait régler le problème. D'une loi en bonne et due forme sur le financement des partis politiques. Je pense que si aujourd'hui nous voulons réguler le financement ou bien les finances dans l'espace politique, il faut nécessairement qu'on aille vers l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Je pense que ça a toujours été une doléance de la société civile. Et d'ailleurs même, je me rappelle, sous l'ère Abdou Diouf, le professeur El Hadj Mbodj, à qui je rends hommage, avait fait un excellent travail sur cette question. Donc je pense que les textes sont déjà finalisés. Il suffit juste d'une volonté pour pouvoir les adopter, pour qu'enfin aujourd'hui qu'on puisse savoir effectivement d'où proviennent le financement, en tout cas des partis politiques. Mais la solution structurelle aujourd'hui, c'est d'aller vers l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Le professeur El Hadj Mbodj avait fait des propositions dans ce sens avec un rapport circonstancié. Il faudrait réactualiser et contextualiser tout en tenant compte du nouveau contexte. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les paiements mobiles, une nouvelle donne pour permettre aux militants de cotiser ou de participer à la vie de leur parti, mais aussi le contexte d'exploitation des ressources naturelles. Une question récurrente mais aussi urgente au regard des profondes mutations qui s'opèrent dans le paysage politique sénégalais. Man li ma gëm mooy tey Sénégal fi mu toll nii comme réew yu mag yëpp dañu war a am une loi sur le financement des partis politiques ñu am loi boo xam ne tey moom mooy tëral moom mooy wax parti moom mooy jox koppar parti politique yi ci budget état bi. Parce que loi boobu tey dinañu permettre ñu mën a réguler li nga xam te moom mooy l'espace politique dinañu mën a permettre ñu mën a xeex lépp loo xam ne financement occulte la. Parlons de ces protestations à Ndiaye-Diagne-Nguema, un village de la commune de Sessène. Les habitants profondément mécontents ont manifesté pour exprimer leur frustration face à leurs conditions de vie difficiles. Le village dépourvu d'électricité et d'eau potable. Une situation très précaire et insoutenable pour les habitants de la commune. Sur place, nous retrouvons Momodou Tchomban pour les détails. Portant des foulards et brassards rouges, les populations du village de Ndiaye-Diagne-Nguema sont sorties en masse dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité sont les premières doléances des villageois. Regardez ce puits-là. On partage le puits avec nos animaux domestiques. Vous voyez, il y a de la saleté, il y a des bâtons. Il y a même des excréments d'animaux qui sont tombés dans le kil. Ce n'est même pas sûr. Regardez la margelle. La margelle n'est même pas bien faite. Pas plus tard que la semaine passée, un enfant est tombé là-dedans et on l'a extrait du puits. La santé là, c'est le problème majeur. Parce que entre nous et le poste de santé d'Angame qui est le plus proche, ça fait. L'électricité, ça a quitté Ndiaye-Diagne et a passé derrière le village. Entre notre village et le village de Befel, le courant est à équidistance, c'est-à-dire la même distance. Maintenant, ils sont allés électrifier Befel, Ngel, Ngajtok et les autres villages là et nous laisser en reste. L'éducation n'était pas en reste car l'école du village ne dispose presque pas des conditions adéquates pour accueillir les enseignants et leurs apprenants. Jusqu'à présent, de 2004 à 2023, presque on a fait 19 ans, on n'a que 3 classes bâties et un abri provisoire. L'abri provisoire n'a même pas de porte. Lorsque les élèves descendent, c'est les chèvres, c'est les moutons, c'est les ânes qui prennent le relais. Il n'y a pas de sécurité.
S'il y a un grand vent également, les élèves ne peuvent pas travailler. Parce qu'il y a la poussière, ça passe partout. On n'a pas un nombre de classes qui est disponible. Non, on ne parle même pas de mur de clôture. Interpellé sur la question, le chef du village se dit outré de la précarité dans laquelle vivent ses administrés. Si aucune solution n'est apportée à leurs revendications, les habitants de Ndiadjan-Diaman ont décidé de boycotter l'élection présidentielle de 2020. Pendant ce temps, la ville de Diamniadio a aussi accueilli le Premier ministre dans le cadre du lancement de la phase 2 de la plateforme industrielle. Amadou Ba a inauguré une usine de boissons du Sénégal qui est une manufacture d'embouteillage de Coca-Cola. Voyons tout cela avec Ahamda. Des champions de l'économie qui ouvrent leurs portes au Premier ministre. Sosenap est de ces groupes qui donnent vie à la plateforme industrielle de Diamniadio et qui ne cesse d'étendre ses activités. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, votre présence marque le témoignage des résultats de cette collaboration fructueuse. Nos unités industrielles telles que Sosenap, Socamos, Universal Color, ainsi que de nombreuses autres entreprises dans la région ont pu prospérer grâce à un environnement d'affaires favorable, résultat direct de la vision stratégique de votre gouvernement. Le patriarche du groupe et ses fils racontent, images à l'appui, ce qui fonde la renommée de l'entreprise. Un produit phare, à savoir les nattes, une diversité d'offres, de nombreux emplois et des investissements massifs. Pour nous, c'est la fierté de notre pays, le Sénégal. Donc nous n'avons rien à envier aujourd'hui aux pays étrangers. Parce que nous pouvons tout fabriquer, nous avons les ressources nécessaires et avec le soutien de l'État qui a toujours été là et qui nous accompagnera, je l'espère, encore plus, je pense qu'on peut faire des miracles. Aujourd'hui, notre groupe est leader dans la fabrication de matelas. Quand je dis matelas mousse, ce n'est pas seulement la mousse que vous voyez là, c'est un peu les matelas ressorts, matelas orthopédiques, matelas tout genre, couettes, oreillers, etc. Nous sommes dans la peinture dans les pays de la sous-région. On s'est agrandi aussi en fabriquant des tubes orange, des tubes annelés pour l'électricité, la construction. Le Premier ministre, pas en terrain inconnu, retrouve des fiertés sénégalaises au cœur d'une plateforme en pleine expansion. Lorsque j'ai revu le père Salé que j'ai connu il y a 30 ans, j'étais très fier de le voir et j'ai vu qu'il a bien éduqué ses enfants, qu'il les a bien formés. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise qui ne demande qu'à s'étendre. C'est 1500 personnes qui travaillent ici, vous voyez les jeunes qui sont là, c'est 25 milliards d'investissements. Mais tout cela est possible parce que tout simplement, les infrastructures d'approche sont aujourd'hui disponibles à Diamniadio. On voit aujourd'hui l'utilité de l'autoroute, on voit la proximité de l'aéroport et très prochainement le port qui va être fait ici. Tout cela montre que la mise en œuvre du plan Sénégal émergent est en train de porter ses fruits, donc je le félicite. Lorsqu'une entreprise nous demande à s'étendre, lorsqu'une entreprise demande à l'État un soutien pour investir davantage, pour recruter davantage, je pense que l'État sera à vos côtés. Merci. Et le nécessaire sera fait. Dans l'antre d'une zone qui promeut le développement industriel, les succès se racontent au détour des allées. Ici, l'industrie des boissons du Sénégal, embouteilleur exclusif de Coca-Cola au Sénégal. Pour répondre à nos ambitions de croissance, nous avons décidé, dès 2018, de saisir l'opportunité qu'offrait la nouvelle zone industrielle de Diamniadio pour y installer une nouvelle unité de production. Financée en bonne partie par AFC et dotée de plusieurs lignes de production permettant d'assurer la disponibilité des produits en canettes, en bouteilles en verre, en carton-brique et en bouteilles PET. La société prévoit de monter encore en puissance dans son plan stratégique, une ambition qui agrée le Premier ministre venu inaugurer la nouvelle usine au nom du président de la République. Quand on m'a dit tout à l'heure que c'est la deuxième chaîne de Coca-Cola après, pour les canettes, après l'Égypte, en Afrique, l'on sent que le Sénégal est en mouvement, que le Sénégal est en marche. Vous êtes en train de mettre en œuvre la vision du président de la République, Macky Sall, que je représente ici. L'usine qu'on vient de visiter avec un investissement de 20 milliards
mais plus de 500 personnes qui travaillent de manière directe, et les emplois indirects, vous avez dit tout à l'heure, près de 2500, montrent que quand même l'environnement des affaires a été quand même bien amélioré pour permettre aux investisseurs de pouvoir s'installer ici. Je pense qu'il faut poursuivre. La demande que vous avez exprimée, elle est forte, mais aussi elle est pertinente. Vous demandez à avoir de l'espace pour continuer à investir et l'État sera à vos côtés. IBS a été créé en 2012, Sosenap en 1982, une industrie qui vit un renouveau au Sénégal. Diamniadio se veut témoin de cette nouvelle histoire industrielle qui s'écrit au Sénégal. Dans l'actualité sportive, les Lions du football dans la spirale positive, les joueuses qualifiées à la CAN Maroc 2024, symbole de progression du football féminin au Sénégal. Quelle est la chance du Sénégal au Maroc? L'élément de réponse, c'est dans ce journal DJT avec Chersali Boudjara. Après ses premières participations à la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et 2012, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal vient d'obtenir 2 qualifications consécutives. Une soudaine régularité qui s'appuie sur 2 piliers. Sur le plan local, on voit que quand même il y a des clubs qui commencent à participer en Coupe d'Afrique, comme par exemple le cas de Dakar Sacré-Cœur. Si tu vois également l'effectif de l'équipe sénégalaise de la sélection, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à Dakar Sacré-Cœur, qui font que cela prouve également que il y a quand même du travail qui est en train d'être fait sur le plan local. L'autre aspect à relever également, à tenir en compte, c'est le fait qu'il y ait également des équipes, des joueuses qui évoluent à l'étranger, par exemple notamment en France. Ce sont des joueuses qui ont emmagasiné une expérience d'abord en Europe avant également de confirmer cela ici en sélection. Tout ça réuni, moi je pense que le Sénégal ne pouvait ne pas quand même se qualifier pour cette deuxième CAN de suite. Quart de finaliste lors de la CAN 2022, les Lions sont attendus dans le dernier carré en 2024. Ces filles-là, quand même, elles ont envie quand même de faire mieux que la dernière édition. Maintenant, le talent est là. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, l'expérience qu'elles ont en magazine, également l'entraîneur qu'ils ont, qui a quand même une expérience en Afrique. Également, il y a derrière, je vois un certain Bassouara Diaby qui a également dirigé l'équipe féminine. Donc, il y a quand même du potentiel sur le plan technique. Il y a au niveau du stack technique qui va quand même contribuer beaucoup plus à aider l'équipe quand même à franchir le cap des quarts de finale lors de la prochaine édition au Maroc. Ce sera l'objectif pour la prochaine édition. Il ne faut pas se leurrer, il faut quand même passer le cap des quarts de finale. L'équipe a quand même la qualité et puis la capacité quand même. L'espoir est donc grand autour des Lions qui avaient fini à la 5e place du classement des sélections de la CAN 2022. Une première étape d'une progression qui doit être sans limite. Et on termine ce journal des JT avec l'actualité sous-régionale. Bonjour à vous, Melay. Bonjour Amina, bonjour chers amis téléspectateurs de Presse Afrique TV HD. Le Tchad et le Mauritanie plaident pour dissoudre le G5 du Sahel. Oui Amina, cette actualité hors du Sénégal va se démarrer avec la Mauritanie et le Tchad qui... Le Sahel semble désormais voué à disparaître. De l'Alliance G5 Sahel créée en 2014 pour faire face aux djihadistes et aux autres défis de la sous-région. Après le retrait des 3 autres membres Mali, Burkina Faso et Niger, la Mauritanie et le Tchad prennent acte et respectent la décision souveraine de retrait du Burkina Faso et du Nigeria après l'annonce antérieure de celui du Mali, disent les 2 États. À rappeler que le G5 Sahel avait pour objet de relever le défi sécuritaire commun auquel sont confrontés des pays membres, notamment par la création d'une force conjointe qui prendrait la relève des forces internationales mobilisées par l'ONU, MINUSMA et la France. Barham a rappelé que aussi l'article 20 de la Convention dit que le G5 Sahel peut être dissoudre à la demande d'au moins 3 membres États. En Guinée-Bissau, l'armée présente un arsenal saisi après la tentative du coup d'État.
Toujours Amina, avec l'actualité de la sous-région, le chef d'état-major, le général Biagina Atam, a exhibé mercredi 6 décembre un arsenal de fusillades automatiques, de lance-roquettes et de munitions saisies depuis ce que le pouvoir a présenté comme une tentative de coup d'état entre le 30 novembre et le 1er décembre. Ils ont été pris essentiellement sur les membres de la garde nationale lors des affrontements entre cette dernière et l'armée la semaine passée et lors d'opérations de ratissage des jours suivants. La garde nationale relevant le ministère de l'Intérieur et l'armée se sont livrés des combats qui ont fait au moins 2 morts dans la capitale bissau-guinéenne. Pendant ce temps, au Cameroun, le président gabonais de transition reçu par Paul Biya lors d'une visite. Tout à fait, Amina. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition et chef de l'État gabonais, était mercredi à Yaoundé, au Cameroun, une visite qui s'est inscrite dans le sillage de plusieurs rencontres des derniers mois avec des chefs d'État de la sous-région CCAS, tournée de la nouvelle homme forte du Gabon, entreprise depuis sa prise du pouvoir à Libreville. Il s'est ainsi longuement retenu avec Paul Biya sur la situation politique du Gabon. Et l'Ouganda qui prend la décision de ne pas abroger la loi anti-LGBT en dépit des sanctions. Amina, c'est cette actualité de la sous-région qui va mettre fin à cette édition. L'Ouganda a critiqué mercredi la décision américaine d'imposer les restrictions de visa à certains de ses fonctionnaires en raison de l'adoption dans le pays d'une loi anti-gay controversée et a promis de ne pas l'abroger. Les États-Unis ont imposé cette semaine des interdictions de visa à des fonctionnaires ougandaises qui n'ont pas été identifiés, qu'ils accusent de saper le processus démocratique en Ouganda et de violer des droits humains, y compris ceux des personnes LGBT. Mais le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henry Ekolo Oyerwe, a affirmé que son pays ne fera pas marche arrière dans cette affaire, Amina. Alors, Malé, merci à vous. Je te dis à demain. Oui, merci beaucoup, Amina, aussi. Et restez connectés à votre prochaine édition de Midi King. Effectivement, à 12h, vous allez retrouver Guedado Gueye et sa team dans votre bloc d'information Midi King. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à demain, Inch'Allah. Même heure, même chaîne sur Place Afrique HD pour le journal des JT.